Le corps construit. Introduction. Il va de soi, et il est pourtant nécessaire de le rappeler, que le corps est l'indicateur premier du sexe. C'est l'une de ses fonctions sociales que d'actualiser, de rendre visible ce qui est considéré comme la division fondamentale de l'espèce humaine, le sexe. Division fondatrice du système social et supposée implicitement devoir l'être de toute société possible. Donc là, elle cite Monique Wittig, ouvrez les guillemets. La catégorie de sexe est une catégorie politique qui fonde la société en tant qu'hétérosexuelle. En cela, elle n'est pas une affaire d'être, mais de relation, car les femmes, entre guillemets, et les hommes, entre guillemets, sont le résultat de relations. La catégorie de sexe est la catégorie qui établit comme naturelle la relation qui est à la base de la société hétérosexuelle. Fermez les guillemets. Autour de l'appareil reproducteur externe, femelle ou mâle, une construction matérielle et symbolique est élaborée, destinée à exprimer d'abord, à mettre en valeur ensuite, à séparer, enfin, les sexes. Cette construction double un rapport social matériel qui n'a, lui, rien de symbolique, celui de la division socio-sexuelle du travail et de la distribution sociale du pouvoir. Une telle construction fait apparaître comme hétérogènes l'un à l'autre d'essences différentes, les hommes et les femmes. Ceci implique une intervention constante des institutions sociales tout au long de la vie des individus, intervention qui commence à la naissance et probablement avant cette naissance elle-même, puisque depuis quelque temps, il est désormais possible de connaître le sexe d'un enfant avant qu'il ne voie le jour. Et cette construction sociale est inscrite dans le corps lui-même. Le corps est construit, corps sexué. Les remarques qui suivent concernent des formes sociales propres aux sociétés industrielles, mais celles-ci reposent sur un mécanisme de différenciation physique qui, lui, est de plus vaste étendue et concerne l'ensemble des sociétés actuellement connues. En d'autres termes, si le corps sexué ne l'est pas de la même façon, il n'en est pas moins construit et non pas donné dans les sociétés que nous connaissons aujourd'hui. Il n'est guère besoin de rappeler Margaret Mead qui, dès les années 1930, insistait sur la diversité des impératifs et même leurs contradictions qu'imposent les sociétés à chaque groupe de sexe, alors même que toutes interviennent dans le sens d'une différenciation entre les femmes et les hommes. Et plus récemment, dans une perspective différente, Erving Goffman s'est attaché à l'analyse de la codification des signes sexuels différentiels. Ce ne sont pas partout les mêmes hommes et les mêmes femmes, cependant toujours il y a des femmes et des hommes, et non pas simplement des femelles et des mâles. Corps et conscience. L'hypothèse paraît admise dans toute société, où elle fonctionne comme fondement idéologique de la division sexuelle, qu'elle soit celle du travail, de l'espace, des droits et obligations, de l'accès aux moyens d'existence, etc., que le corps humain ne peut être que sexué, qu'il est sexué, mais surtout qu'il ne peut pas ne pas être sexué, en vertu de quoi il convient d'intervenir dans ce sens. Car cette sexuation ne doit pas être si évidente qu'on le proclame, puisque le travail de le rendre sexué, de le fabriquer tel, est une entreprise de longue haleine, commencée très tôt, à dire vrai, dès les premières secondes de la vie, et qui n'est jamais achevée, car chaque acte de l'existence est concerné, et chaque âge de la vie introduit un chapitre nouveau de cette formation continue. Et que toute chose acquise, réflexe, habitude, goût et préférences doivent être maintenues soigneusement, entretenues méthodiquement par l'environnement matériel aussi bien que par le contrôle exercé par les autres acteurs sociaux. Cette fabrication ne se limite pas à des interventions purement anatomiques qui concernent la seule apparence du corps et ses réactions motrices, mais, par le biais de ses pressions et incitations physiques, elle construit également une forme particulière de conscience. La conscience individuelle,
plus exactement la conscience propre d'un individu, celle de ses possibilités personnelles, de sa perception du monde, bref, la conscience de sa propre vie, est déterminée par et dépendante de ses interventions physiques et mentales que pratique sa société. La continuité entre les conditions matérielles et les formes de la conscience est particulièrement marquée dans les appartenances de sexe. Ouvrez les guillemets. Quand céder n'est pas consentir, des déterminants matériels et psychiques de la conscience dominés des femmes et de quelques-unes de leurs interprétations en ethnologie, fermez les guillemets, est le titre explicite de l'étude que consacre Nicole Claude Mathieu à cette corrélation en 1985. De même, les effets en retour de ces pratiques sur l'idéologie d'une société, sur son mode de pensée et son système d'appréhension du monde sont capitaux. Et si les femmes sont des objets dans la pensée et l'idéologie, c'est que d'abord, elles le sont dans les rapports sociaux, dans une réalité quotidienne dont l'intervention sur le corps est l'un des éléments clés. Ces mêmes interventions jouent pour les hommes dans le sens de la construction d'un sujet de décision et d'intervention sur le monde, et tels qu'ils sont donc dans la perception des choses propres à cette société. Intervention directe sur le corps. Nous ne ferons que mentionner deux modes d'intervention majeurs dans la fabrication du corps sexué, car aborder la question par leur unique biais tendrait à dissimuler des pratiques beaucoup moins visibles, on pourrait même dire largement invisibles dans leur quotidienneté, de la formation d'un corps correctement inséré dans sa société comme corps de femme et corps d'homme. Et c'est à ces pratiques que nous nous attacherons. Néanmoins, Grand 1, intervention mécanique, matériel physique. D'une part, nous rappellerons que les interventions mécaniques sur le corps, le plus souvent mutilantes, visent généralement le corps femelle ou l'affectent de façon plus profonde. Il s'agit des modifications du corps par chirurgie, par usage d'outils ou d'objets, modifications propres à induire et à maintenir certaines transformations corporelles. C'est le cas des mutilations sexuelles, mais aussi des ouvertures d'orifices, oreilles, nez, lèvres, de la réduction de membres, pieds, ou de leur rupture, mains, jambes, chevilles, des transformations de parties du corps, cou par élongation, taille par constriction, tête par compression, etc. Ce sont pour la majeure partie d'entre elles des interventions que l'on peut appeler ultimes, et en tout cas définitives. Elles sont le révélateur spectaculaire, et pour la majorité d'entre elles déchirant, d'une manipulation et d'un contrôle social du corps. Sa forme majeure est, comme le montre Paola Tabet en 1985, la manipulation de la reproduction elle-même. Cependant, ces manipulations et contrôles sont plus diversifiés dans leurs moyens d'action en ce qu'ils peuvent inclure des objets amovibles externes qui interviennent sur la motricité ou la liberté du corps, tels chaussures, entraves, corsets. Ces pratiques sont connues sous une forme ou sous une autre dans tous les groupes humains. La mode, la présentation de soi-même et la morphologie. Nous ne nous arrêterons pas non plus à un phénomène, lui, au contraire, superficiel dans ses manipulations du corps et qui, au demeurant, touche les deux sexes à peu près également, en joignant des représentations différentielles du corps selon que l'on est femelle ou mâle, celui de la mode. Non pas seulement ni principalement les modes vestimentaires qui sont les premières à venir à l'esprit, à l'énoncé du terme mode. Pas davantage les maquillages, ni les interventions superficielles diverses que sont les rajouts de couleurs sur la peau, les modifications de la chevelure et du poil, épilation, rasage, perruque, teinture, défrisage et frisage, etc. Le privilège et la mise en valeur de telles parties du corps, le torse, les fesses, l'œil, la main, etc. Bref, les manières de présentation de sa personne. On sait que le corps humain est extrêmement varié dans son allure, sa corpulence, son aspect anatomique, sa couleur, son grain de peau, ses cheveux, etc. et que les préférences d'une époque, d'un groupe social, d'un moment élisent, choisissent une allure physique, un type musculaire, une couleur des yeux, de peau, une corpulence, comme étant le canon de la beauté et du souhaitable,
tant dans le type femelle que dans le type mâle, toujours soigneusement distingués et différenciés, que l'on considère comme la réussite de leur état respectif. Ces formes d'intervention sur le corps, destinées à actualiser et mettre en scène le sexe, l'une étant superficielle et modifiable et en effet destinée à l'être, la mode, l'autre au contraire profonde et irréversible, qui modifie le corps à jamais, font bien partie de la construction sociale du corps et nous devons les garder sans cesse présentes à l'esprit, car leur brutalité lorsqu'il s'agit de mutilation, leur banalité lorsqu'il s'agit de mode, sont l'expression et l'emblème de la sexuation sociale du corps. Mais elles ne sont qu'une partie, généralement reconnue, et que personne ne met en doute, d'un fait social plus profond encore, et dont la mise en œuvre est ininterrompue et dépasse infiniment ces deux formes d'actualisation. La nourriture. La quantité et la qualité de la nourriture sont bien évidemment déterminantes dans la construction corporelle et l'état de santé dont jouit un individu. Or, quantité et qualité ne sont pas identiquement distribuées entre les deux sexes. Si d'abord ces quantités et qualités sont dépendantes des ressources dont dispose une société, si elles sont également variables selon les classes sociales à l'intérieur d'une même société, elles n'en sont pas moins, en dernier ressort, inégalement réparties entre les deux sexes. Un certain nombre d'études se sont attachées à décrire les façons de nourrir l'enfant nouveau-né selon son sexe, tout comme le type de nourriture consommée par les adultes selon le sexe. On sait, et depuis longtemps, que lorsque les enfants sont nourris au sein, les petits garçons le sont plus longtemps que les petites filles, et ce, dans un rapport qui va du simple au double, 3 mois pour les unes, 6 mois pour les autres. Chez les enfants comme chez les adultes, la consommation de viande est plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Et n'importe qui peut noter que le boucher taille des beefsteaks pour les hommes plus gros que ceux des femmes et des enfants. Les ménagères en font la demande explicite, si ce n'est pas le boucher qui le leur propose. C'est un constat d'expérience courante et discernable quotidiennement, avec un peu d'attention, que dans les restaurants populaires où les parts sont préparées d'avance, s'il y a une portion plus grosse de quoi que ce soit, viande, fromage, dessert, cette part sera à une table mixte, servie à un homme. Dans les sociétés rurales traditionnelles de l'Europe, les femmes, debout, servaient aux hommes assis les morceaux les meilleurs. Récemment, un homme politique français de premier plan regrettait dans une interview cette société où les femmes étaient ce qu'elles devaient être. Lorsqu'enfin la quantité de viande est faible, elle va en priorité aux hommes, ce dont tous les enfants de familles pauvres, quelle que soit leur classe sociale et quelle que soit leur société, savent très bien. Comme c'est souvent le cas en Europe, dans certaines civilisations de chasseurs, les femmes mangent les abats, les viscères de l'animal, alors que les hommes mangent la chair du gibier. Les abats sont presque partout considérés comme une nourriture réservée aux subalternes, esclaves, domestiques, femmes. Ces aliments sont généralement méprisés ou même craints, car considérés comme malsains, hors des couches sociales qui les consomment. D'une façon générale, ne pas en consommer est considéré comme un signe d'ascension sociale ou de délicatesse dans les goûts. Nous rappellerons pour mémoire une autre forme d'usage sexué de la nourriture, celle de la consommation des excédents ou celle des nourritures les moins saines. Il s'agit incontestablement de l'un des effets de la domination des hommes sur les femmes, bien plus encore que dans l'occurrence précédente, car plus que de privation ou de préférence, il s'agit de contrainte. Et elle n'est pas sans effet non plus sur la construction corporelle. Pour citer un exemple extrême, le lait excédentaire saisonnier dans certaines civilisations d'éleveurs en zone désertique est entièrement consommé par les femmes, bien au-delà de leurs besoins et de leurs faim. Elles subissent ainsi une obésité saisonnière régulière et de considérables variations de poids répétées dans un laps de temps court. La taille et la corpulence. Plus un pays a un niveau de vie élevé, plus la taille se différencie entre les femmes et les hommes. Ou, si l'on préfère, moins un groupe dispose de nourriture, moins les femmes et les hommes se différencient et sont proches en taille et en poids. L'égalité se fait en quelque sorte
par la rareté, et contrairement à ce qu'on pourrait attendre, c'est dans les pays où il n'y a pas de pénurie alimentaire que les femmes sont moins bien nourries que les hommes, et non pas dans les pays de relative rareté. Dans les sociétés « abondantes », entre guillemets, les individus mâles disposent d'une part protéique plus élevée qui leur assure une croissance plus marquée. Bien entendu, tous les individus sont dans ces sociétés plus grands et plus lourds qu'ils ne le sont dans les sociétés pauvres. Mais l'écart entre les sexes y est également beaucoup plus net. Déjà, la classe sociale influence la taille. Au cours de la première moitié du XXe siècle, pour prendre un exemple, dans Paris intramuros, l'écart de taille était de quelques centimètres entre les conscrits qui venaient des arrondissements populaires de l'Est et ceux nés dans les quartiers bourgeois de l'Ouest. L'écart entre les sexes est plus important encore. Dans les sociétés riches, plus encore que dans les autres, les femmes sont plus petites que les hommes et leur corpulence, comme leur développement musculaire, est moindre. Les normes en matière de poids et de taille sont variables, et il suffit parfois de traverser une frontière pour le voir. Dans les pays latins, les balances des pharmaciens, destinées à peser les clients qui le désirent, affichent des tableaux indiquant le poids idéal pour une taille donnée, et bien entendu selon le sexe. Ces tableaux ne sont pas les mêmes selon que l'on est en France ou au Portugal par exemple. Ainsi, le poids idéal d'une Portugaise est également celui d'un Français. Mais la Française doit peser 10 kg de moins que le Français, ce qui est attendu, mais par le même effet également 10 kg de moins que la Portugaise, ce qui est plus surprenant. Quoique, à tout prendre, le revenu moyen étant plus élevé en France, les femmes, en effet, y doivent être plus légères que les hommes de façon plus marquée. Il n'en reste pas moins que, quelles que soient ces variations, cet écart est considéré comme à la fois naturel, normal et souhaitable, faisant partie de l'ordre des choses. Par ailleurs, l'écart d'âge au mariage est généralement pratiqué, la plus grande jeunesse de la femme, de 2 à 4 années si l'on en croit les statistiques, étant requise et allant de soi. Donc, dans un couple, la femme doit être plus petite, plus légère et plus jeune que l'homme. Ceci nous apprend une chose d'importance, à savoir que les caractéristiques physiques requises d'un homme et d'une femme vont par définition vers la différenciation. Plus encore, l'hétérogénéité de chaque couple particulier, elle aussi requise, redouble ainsi les impératifs sociaux statistiquement appréhendables qui imposent un corps différent aux hommes et aux femmes. 2. Le corps pour soi, la motricité personnelle. La construction du corps repose sur des techniques diverses. Les injonctions verbales en sont l'une des composantes, mais importantes. Des ordres, fais ceci, sont donnés constamment durant l'enfance et l'adolescence de se conduire d'une manière déterminée propre au sexe auquel on appartient. Mais les interdictions, ne fais pas cela, également vigoureuses ou répétées, ponctuent la conduite des enfants ou des adolescents. Les désapprobations, plus nuancées ou voilées, perdurent à travers la vie adulte et de façon particulièrement marquée à l'encontre des femmes. Les jeux de l'enfance, usage de l'espace, usage du temps. Ces injonctions ou interdictions concernent en premier lieu la façon de tenir son corps, régi par un code de la bonne et de la mauvaise tenue. Il ne s'agit pas tant des règles de politesse que d'une forme plus diffuse et plus profonde, un impératif de conformité à l'être des individus. Ce qui concerne les façons propres à chaque sexe de tenir son corps et d'en user, de le mouvoir dans la marche ou de le garder au repos, de le mettre en rapport avec les autres. Il y a des façons spécifiques de marcher pour les hommes et pour les femmes, tout comme il y a des façons spécifiques de s'asseoir, de tenir les jambes une fois que l'on est assis, une façon spécifique de saisir les objets au repos ou de les attraper au vol. Attraper et saisir les choses est l'objet d'un apprentissage qui se fait à travers les jeux de l'enfance, les jeux de balle par exemple. Ceux des garçons font intervenir les pieds et les jambes plus que les mains. Les filles, dans leurs jeux propres, ne font pratiquement jamais intervenir leurs pieds comme moyen de propulsion. Ces jeux sont probablement l'un des premiers moyens et l'un des principaux
de transmettre et d'imposer une tenue du corps particulière à chacun des sexes. Les jeux spécifiques que pratique l'un des sexes à l'exclusion de l'autre y contribuent. Bien que certains jeux tout de même sont communs aux deux sexes, plus d'ailleurs dans le domaine mental que dans celui de l'exercice corporel. Ces jeux physiques aboutissent par exemple au fait qu'une fille ne donne pas de coups de pied, ni d'ailleurs de coups de poing, au contraire des garçons. Et comme il est également requis des deux sexes de ne pas mordre ni tirer les cheveux, les filles se retrouvent sans défense cohérente dans les bagarres d'enfants auxquelles au demeurant elles sont supposées ne pas participer. Mais plus encore que ces jeux spécifiques, le jeu en soi, ses circonstances, ses conditions sont déterminantes dans cette formation. Jouer n'est pas une activité également répartie entre les deux sexes, et ce dès l'enfance. Si les filles et les garçons ont des jeux propres, cependant les uns jouent davantage que les autres. Par exemple, le temps dont disposent les garçons pour se livrer au jeu est plus important que celui dont disposent les filles. Et de surcroît, l'espace qui leur est ouvert et dont ils usent librement est considérablement plus vaste, sujet à moins de frontières et de limitations. Toutes choses qui ont des effets sur la tenue du corps, son aisance, son audace, l'amplitude des mouvements spontanés. Ces caractéristiques différentielles sont frappantes quand on voit côte à côte des hommes et des femmes adultes, l'utilisation qu'ils font de l'espace où ils se meuvent, qu'il s'agisse de la surface au sol ou du volume en élévation et en amplitude. Les unes occupent un espace moindre que les autres, moins librement, et marquent une propension à s'effacer, à restreindre le déplacement de leurs jambes, de leurs bras. Les autres, au contraire, tendent à accroître, de leurs genoux largement ouverts, de leurs bras posés sur les dossiers des sièges alentours, de leurs mouvements rapides, l'espace occupé. Ceci au repos. Il en est de même dans la marche, où les hommes occupent le centre des espaces disponibles, repoussant les femmes à la périphérie, où d'ailleurs elles vont de leur propre automatisme, si ce n'est vraiment de leur volonté. Bien entendu, ces caractéristiques différentielles sont d'autant plus marquées chez les hommes qu'ils sont de classe plus populaire, chez les femmes qu'elles sont de classe plus aisée. Car les hommes des classes bourgeoises sont un peu plus proches des femmes par une sorte de réserve et de repli sur soi, en même temps que les femmes des classes populaires sont un peu plus proches des hommes dans leur relative liberté de mouvement. Ces variations existent aussi en fonction du type de civilisation matérielle d'une société, car ces traits sont plus visibles et symbolisés plus fortement dans les sociétés les moins riches. Ces différences dans l'emploi du corps que pratique chaque sexe ne relèvent pas de la volition ni de la conscience claire, mais par contre, elles ne sont pas sans effet sur cette conscience. Restreindre son corps ou au contraire l'étendre, l'amplifier, sont un rapport au monde en acte, une vision des choses agies. À quelques semaines de distance, circulant dans les rues d'un quartier d'habitation, une fois à Montréal, l'autre fois dans la banlieue de Paris, une fois à 5 heures de l'après-midi, l'autre fois à la fin de la matinée, j'ai remarqué deux scènes très ordinaires, fréquentes et finalement identiques. Chaque fois, il s'agissait d'un adolescent mâle, seul, et qui jouait. Dans les deux cas, avec une planche à roulettes, objet dont après une longue éclipse, la mode revient aujourd'hui parmi les jeunes mâles. Leur façon de jouer à tous les deux était à la fois nonchalante et acharnée, et leur but commun était de monter quelques marches avec leurs jouets. Échec à peu près constant et répété, mais remis en cause incessamment, sans manifestation de découragement, et parfois l'effort était couronné d'un succès relatif, mais dont on peut penser que le temps qui lui est consacré, visiblement non limité, l'adolescent a devant lui un temps libre indéterminé, visiblement habituellement renouvelé, permettra en définitive d'aboutir à une maîtrise satisfaisante de ce projet. Dans mon propre quartier, au centre de Paris, je vois fréquemment de jeunes garçons s'exercer au jeu de la planche, comme à d'autres, et hier encore, j'ai vu de jeunes hommes de 17-19 ans franchir sur patin à roulettes des barrages assez élevés de cageots à légumes vides, à l'aide d'un tremplin improvisé formé d'une porte posée à terre sur des cales, dans une pratique renouvelée,
productrices de bien plus d'échecs que de réussites, car il s'agit de techniques difficiles, mais dont la liberté d'espace et de temps est la condition sine qua non de leur exercice, et l'aisance corporelle, le résultat à tout coup. Je n'ai vu qu'une seule fois, en quelques années, une enfant femelle participer à ces sortes de jeux, et l'observation de ces enfants et adolescents montrait qu'elle était davantage avec eux qu'elle ne faisait partie du groupe. Et par ailleurs, depuis de longues années, je n'ai pas vu, dans des rues urbaines fréquentées, des enfants femelles jouer à quelque jeu que ce soit. Les jeux de cordes et les jeux de balles au mur d'il y a quelques décennies, s'ils se jouent encore dans les villages et les petites villes ou dans les quartiers très tranquilles, ont disparu des rues du centre. Ces jeux de filles qui consistaient à sauter sur place pour éviter une corde en un mouvement vif mais immobile qui maintient le corps sur le même lieu précis, ou à lancer contre un mur et rattraper selon diverses modalités une balle de la taille d'une orange, ou à suivre à terre en sautant sur un pied les cases d'un dessin quadrillé couvrant un espace de 2 mètres carrés environ, étaient de plus limités dans le temps par les activités normalement entre guillemets requises des petites filles, comme aller faire un certain nombre de courses d'alimentation ou s'occuper des plus jeunes enfants. Cette dernière tâche, comme ces jeux, est implicitement considérée comme une marque de la féminité, au point que lorsque nous avions une dizaine d'années, l'un de nos camarades, qui jouait avec nous tout en surveillant sa petite sœur, nouvelle-née, faisait une chose si incongrue qui était considérée à la façon diffuse propre aux enfants jeunes comme un futur, entre guillemets, PD. La limitation de l'espace redouble celle du jeu lui-même, car les filles jouent dans leur quartier d'habitation, souvent sous les fenêtres même des personnes de leur famille ou amis, exposées à un contrôle non dit mais parfaitement exercé. Ces jeux sont donc caractérisés par une limitation de l'espace et une limitation du temps, mais également par une limitation de la liberté mentale qui résulte des deux précédentes et que de toute façon la surveillance exercée rendrait déjà impossible. Plus, ces jeux impliquent une pratique du corps orientée vers un espace corporel réduit. Sans doute développent-ils l'équilibre et l'habileté manuelle, mais ils réduisent en même temps l'extension possible du corps et de ses mouvements, car ils mettent en œuvre sans cesse un retour sur son propre espace et de surcroît un espace restreint. La disposition de temps et d'espace, outil de formation de la maîtrise corporelle, est spécifique aux enfants et adolescents de sexe mâle et elle ne cesse nullement par la suite. Ce matin encore, je voyais un homme jeune, il avait 24 ou 25 ans, s'exercer, à côté de la station d'autobus où j'attendais, à se tenir en équilibre sur le bord d'un banc public, sans y accorder plus qu'une attention distraite, se livrant à un pur exercice physique dont il paraissait quasi absent mentalement, sans doute absorbé par d'autres soucis que celui de se tenir en équilibre sur ce banc. Activité que ne pratiquent pas les femmes, dont au contraire les impositions de la société, à la fois de dissuasion et d'injonction, les éloignent systématiquement, alors même qu'elles y invitent et y aident les hommes constamment. De la poursuite des boîtes de conserve rencontrées sur leur parcours à coups de pied footballeurs, poursuite souvent collectivement menée, jusqu'à l'équilibre sur les murs d'enceinte ou la course derrière les bus, trams et divers camions, les activités de maîtrise de soi-même et de maîtrise du milieu ambiant, d'occupation large de l'espace public, sont le fait des garçons. Les filles en sont spectaculairement absentes. Et cette absence signifie que, dès cet apprentissage-là, elles sont privées, et sans doute même exclues. L'immobilisation des femmes. Il est constant d'entendre des interprétations naturalistes d'une telle situation. Explicites ou implicites, elles sont considérées comme allant de soi et l'expression même du bon sens. L'abstention des filles est supposée dériver d'un éloignement instinctif, entre guillemets, de ces activités, sans qu'on songe, semble-t-il, à prendre en considération 2 facteurs d'importance dont l'action conjuguée rend impossible ce genre d'exercice. La canalisation d'abord de leur propre corps dans une contenance réservée et une immobilité idéale à laquelle elles doivent tendre
ce qui ne suffirait peut-être pas à garantir leur manque de maîtrise de l'espace comme de leur propre corps, si en même temps la limitation extrême de leur déplacement dans l'espace et la limitation de leur usage du temps n'en assuraient la réalisation. L'emploi du temps des individus femelles est beaucoup plus strictement surveillé que celui des individus mâles. Mais plus encore, cette surveillance, en ce qui concerne les individus femelles, perdure tout au long de la vie, le mari prenant le relais des parents. Et de surcroît, ce qui est peu noté, les enfants sont d'efficaces contrôleurs de leur mère, toujours en poste à la fois volontairement, on connaît les réactions de ceux-ci aux allées et venues et absences de leur mère, leur attention jalouse à sa présence, et involontairement, en ce que leurs charges, leurs soins, leur surveillance reposent entièrement sur la mère dès qu'ils ne sont pas en main des institutions diverses auxquelles ils sont confiés quelques heures, que ce soit l'école, les sports, les mouvements de jeunesse, les groupes religieux ou les familles amies, ou d'ailleurs une autre mère. Le lien aux enfants, cette chaîne imbrisable, sauf à encourir l'ostracisme et le mépris tranchant de l'entourage et de la société, est l'un des impératifs sociaux les mieux appliqués et les moins remis en cause. L'efficace de ce double contrôle, volontaire et involontaire, sur les possibles maîtrises de l'espace et du temps par une femme est redoutable. Or, celles-ci sont au moins corrélatives et probablement constructrices de l'autonomie et de la maîtrise de son propre corps. Ces dernières, à leur tour, conditionnent l'indépendance d'esprit et l'audace intellectuelle. C'est bien en vue d'une telle limitation mentale, de l'apprentissage de la soumission et de l'acceptation de l'état des choses, que ces dispositions sont prises et maintenues. Que ce soit les enfants des classes aisées européennes au XVIIIe siècle, ouvrez les guillemets, toute l'enfance des filles est employée à réprimer chez elles les principes d'action contre la nature, à modérer, à borner son activité et souvent même à l'étouffer. Toujours assise sous les yeux de sa mère, dans une chambre bien close, elle n'ose se lever, ni marcher, ni parler, ni souffler, et n'a pas un moment de liberté pour jouer, sauter, courir, crier, se livrer à la pétulance naturelle à son âge. Fermez les guillemets. Que ce soit aujourd'hui envers toutes les femmes dans une société explicitement fondée sur la soumission des femmes, ouvrez les guillemets, toutes les activités et actions des femmes doivent être programmées en fonction de ce principe. Ne vous éloignez pas de la maison et ne vous en séparez pas. Lors des tout premiers jours de la République, ce fut le corps des femmes qui fut l'objet de la première tentative de prise de pouvoir. Le port du voile obligatoire pour les femmes, et ce, au nom de la lutte contre la prostitution, constitue l'image la plus frappante de cette domination. Mentionnons ici un slogan qui fut assez significatif dans ces circonstances. Ya Rusasri, ya Tusari, ce qui veut dire le voile ou les coups sur la tête. On recourait d'ailleurs ouvertement à la violence, on remit à l'honneur les principes dits de la modestie, par lesquels on détermine la façon de regarder, de rire, de parler et de faire des mouvements en public. Fermez les guillemets. Les premiers textes sont des remarques des pédagogues du XVIIIe siècle et le deuxième texte est extrait d'un article « Les points de vue d'Ayatollah Bessetsi sur les femmes ». Ouvrez les guillemets, donc un autre texte. Le déplacement territorial de la serveuse est non seulement le signe que les mâles dominent et par conséquent que les femmes n'ont pas le droit de contrôler l'espace du bar, mais il complique en outre le travail de la serveuse. Alors qu'il existe un tabou très fort qui empêche les clientes femmes d'envahir les territoires masculins les plus importants, aucun tabou, ni le pouvoir très réduit de la serveuse, n'empêche les hommes d'envahir son poste. Elle a appris à répondre posément aux injures, aux invitations et aux violations physiques de son espace intime. Elle sourit, rit, repousse les mains avec patience, ne tient pas compte des questions qu'on lui pose et se met hors d'atteinte sans faire d'histoire. Fermez les guillemets. Un texte de Bradley et Mann. Les limitations physiques et spatiales ne cessent jamais leur pression. Dans ces conditions, la relation physique qu'entretiennent les hommes et les femmes est factuellement une relation de confrontation dissymétrique. Ils y mettent en œuvre les apprentissages de leur enfance si méthodiquement et constamment pratiqués.
Dans les espaces communs, qu'ils soient publics, la rue, les commerces, les cafés, les lieux de divertissement et encore et toujours la rue, ou privés, la maison, l'automobile, les domiciles des amis et parents, etc., les femmes restreignent sans cesse leur usage de l'espace, les hommes la maximalisent. Voyez les bras et les jambes de ces derniers qui s'étendent largement sur les sièges, les dossiers, leurs gestes ouverts et parfois brusques dans les déplacements. Au contraire, voyez les jambes jointes, les pieds parallèles, les coudes rapprochés, les déplacements mesurés des femmes, même dans leur hâte. Cela devrait fonctionner très bien et le plus souvent ce qui arrive. Le minimum d'espace de l'un répondant au maximum d'espace de l'autre. C'est ce que d'aucuns nomment complémentarité ou considèrent comme une utilisation harmonieuse des disponibilités. Plus simplement, on y voit l'effet concret d'une fabrication corporelle qui a permis aux uns la maîtrise de l'espace et l'extension du corps vers l'extérieur, aux autres le repli sur son propre espace corporel, l'évitement de la confrontation physique et l'attention aux autres, comme nous le verrons. 4. Manifestation de l'impatience physique et occupation de l'espace. Si vous êtes dans un café, un bar ou un lieu public quelconque où se trouvent des tables, des comptoirs, des surfaces planes, nues, vous entendez parfois, souvent, tambouriner sur ces surfaces, marquer des rythmes du bout des doigts, rapides en général, réguliers ou syncopés, musicaux, général ou simplement rythmiques. Si vous regardez qui frappe ainsi du bout des doigts, ébranlant le plus souvent tout le comptoir ou la table qui reçoit d'autres personnes, ou le dossier du siège occupé par un autre individu, sans y prêter d'attention, vous remarquerez que toujours, ou presque, c'est un homme jeune, un jeune homme, un adolescent, qui pianote de cette façon rêveuse ou semi-attentive à absorber dans sa propre motricité, sans aucun souci des effets que peuvent avoir ses gestes sur son environnement matériel. De même dans la rue, au comptoir des cafés, aux stations d'autobus, les mêmes jeunes hommes, et non les jeunes femmes, sauf de façon exceptionnelle, en fait rarissime, agitent en cadence la partie de la jambe qui va du genou au pied, dans un très rapide mouvement régulier qui marque, lui, franchement l'impatience. Impatience purement motrice d'ailleurs, car elle ne semble pas du tout les affecter mentalement. Ces gestes font partie de la sociabilité muette des hommes. Ils communiquent à leur entourage à la fois leur présence et leur désintérêt de la situation présente. Et parfois, ces tapotements de doigts accompagnent une conversation avec une femme, ce qui semble un bien sombre pronostic sur la relation qui se déroule sous de tels auspices. Ils manifestent ainsi le poids de leur personne dans une sorte de mise en scène de sa propre importance que ne pratiquent pas les femmes, du moins sous cette forme musculaire immédiatement corporelle. La rue, les cafés, les espaces publics sont des espaces bruyants. Ils le sont par les activités qui s'y déroulent, circulation, travaux, mais ils sont par ailleurs le lieu du déploiement volontaire de bruits déclenchés ou émis par les individus mâles. L'usage de sirènes professionnelles, par exemple, police, services de secours, voitures gouvernementales, n'est pas toujours d'absolue nécessité, et le plaisir visible que prennent leurs déclencheurs à ce qui manifeste non seulement leur droit prioritaire à l'espace, mais également leur présence, et certes pas muette, fait partie de la quotidienneté urbaine. Les interpellations à voix puissante, les sifflements à significations diverses, amicales, dragueuses ou de simple signal, peuplent l'espace sonore des lieux de plein air. Dans les lieux fermés, cafés, restaurants, bars, selon les modulations qu'imposent les habitudes de classe, les conversations masculines rendent impossibles les plus souvent, par leur volume, les conversations voisines, qu'il s'agisse de tablées d'hommes d'âge mûr en repas d'affaires, de simples camarades qui se retrouvent, ou de groupes d'adolescents rassemblés autour de flippers et autres jeux, en eux-mêmes bruyants, pratiqués par eux dans les lieux publics. Le contrôle du volume de la voix est imposé fortement et tôt aux filles. Cette longue restriction rend la prise de parole publique, de meetings, de travail, d'assemblées de quelque nature que ce soit, difficile à la majorité des femmes dont la voix, habituée de longue date à la fois à un faible volume sonore en public et à un débit précipité, ne porte pas et n'est pas souvent entendue. De même, dans les espaces publics,
La voix des femmes ne devient forte et ne s'impose qu'en situation d'urgence ou de danger. À l'inverse de celle des hommes, elle n'est pas aisément ni constamment présente. Les outils corporels. Au contraire des êtres humains de sexe femelle dont la construction de la résistance physique est orientée vers le soutien d'autres êtres humains et le maintien de leur existence, les êtres humains de sexe mâle construisent leur résistance dans et sur un monde d'objets, et par l'usage d'outils et d'instruments extérieurs au corps, ils visent à la transformation du monde matériel. L'usage ludique du corps, qui joue un si grand rôle dans la formation et la vie des hommes, présente un caractère particulier dont sont dépourvues les activités des femmes. Les hommes usent dans un très grand nombre de cas d'un prolongement matériel de leur corps, d'un objet rajouté dans lequel se projette le mouvement de la machine corporelle, à travers lequel la motricité, les muscles déploient leur potentialité. L'exercice physique fait corps avec, au sens propre de l'expression, une sorte de supplément matériel qui accroît les possibilités du corps, de la planche à roulettes à la boîte de conserve poussée du bout du pied, du ballon projeté habilement ou puissamment au couteau de poche. La liste de ces prothèses masculines est vaste. Les armes. Avec ce même couteau de poche, nous entrons dans un domaine spécifique du prolongement corporel. Il présente la caractéristique notable d'être à peu près totalement l'exclusivité des hommes et d'être de surcroît pratiquement interdit aux femmes. Car si les ballons et les planches à roulettes ne sont pas pratiqués par les femmes, elles n'en sont pas cependant explicitement et formellement empêchées. Le cas des armes est plus complexe en ce que leur interdiction aux femmes, si elle n'est pas dite, est néanmoins rigoureusement appliquée à travers diverses sanctions auxquelles elles s'exposent, celles qui touchent et manipulent les armes, et par un réseau de précautions qui en conserve la disposition, le maniement et l'usage aux acteurs mâles de nos sociétés. Les armes sont un prolongement corporel d'une efficacité particulière. Elles transforment le monde à distance. Nous ne faisons pas allusion ici à l'agressivité, supposée naturelle, mais plus simplement et immédiatement au rapport que les armes instaurent au corps propre de celui qui les manipule, d'une part, et à l'espace qu'elles intègrent, d'autre part. Bref, à leur caractère de médiation entre motricité et milieu matériel. Plus encore que de la possession des armes, il s'agit de leur usage et précisément de l'expérience de la modification du monde à distance qu'elles entraînent, du prolongement de l'action corporelle bien au-delà des frontières du corps. Là où les hommes expérimentent leur corps à distance, le projettent ou le prolongent à l'aide d'objets divers ou d'armes, et cela depuis les jeux de leur enfance, les femmes ont, elles, l'expérience de la limitation à leur propre espace corporel. Les jeux qu'elles pratiquaient enfant tendent à fermer le corps, à le tourner vers lui-même, à limiter même l'extension possible de celui-ci par un contrôle des gestes, une contrainte de la tenue, des bras et des jambes, une restriction des déplacements et de la limitation de zones à éviter. Dans les sociétés rurales de la Méditerranée et de l'Europe du Sud, la chasse est un fait normal intégré dans la quotidienneté. Et dans les sociétés urbaines, bien que non quotidiennes, elle reste, avec la possession de fusils toujours à portée de main, une réalité. Réalité répandue, familière, à une importante fraction de la population masculine, ou la concernant même si elle ne la pratique pas. De plus, la chasse est souvent relayée ou remplacée par la pratique des armes en salle de tir ou en terrain d'exercice. Le ball-trap est un divertissement pratiqué par les hommes ruraux ou urbains. Dans ces pays, les armes sont un fait concret. Les véhicules. L'usage de l'automobile, prolongement utilisé par les deux sexes au contraire des autres objets corporels, confirme la différenciation sexuelle de l'appropriation de l'espace. L'usage de l'automobile est pour les femmes une pratique à peu près uniquement utilitaire et sur des distances courtes ou moyennes, peu éloignées du domicile. Les déplacements des enfants et les courses y occupent une place prépondérante. Les hommes en ont aussi un usage utilitaire, professionnel le plus souvent. Mais s'ils circulent également sur des distances courtes et moyennes,
ils parcourent aussi de longues distances, dont en pratique les femmes sont absentes. Si elles s'y aventurent, c'est à titre exceptionnel et non régulièrement. Les longs parcours, les grandes distances entre villes, la route, entre guillemets, enfin, est occupée par les conducteurs mâles en écrasante majorité. Alors que les abords des villes, l'entrée dans les banlieues, montrent un nombre de conducteurs femmes qui approche celui des conducteurs hommes. Par ailleurs, l'usage sportif de l'automobile est un fief masculin, à l'exception du type de compétition particulier qu'est le rallye, que pratiquent parcimonieusement les femmes. Les hommes ont enfin, pour certains d'entre eux, le plus souvent jeunes, et qui ne sont pas des conducteurs professionnels pour autant, une pratique ludique de leur automobile, pratique peu fréquente chez les femmes, pour ne pas dire exceptionnelle. Grand 5. Le corps pour les autres, la proximité physique. Les deux sexes font l'apprentissage de la proximité physique, et les deux sexes l'apprennent également dans le corps à corps. Mais ce n'est pas du même corps à corps qu'il s'agit. Et sans doute est-ce là l'un des points clés de l'apprentissage corporel sexué, de ce qui fait un corps de femme et de ce qui fait un corps d'homme, et conditionne leur réaction immédiate au monde environnant et aux autres êtres humains. C'est là que se construisent leur attitude sociale et les pratiques de relation à ce qui les entoure. L'apprentissage de la coopération entre pairs, les hommes. Les enfants garçons apprennent à lutter. Certains l'acceptent mal, d'autres le font dans la crainte, la plupart s'y livrent avec délice. Mais quelle que soit leur attitude, ils doivent presque tous s'y plier. Des bagarres de petits garçons à la mêlée de rugby, des confrontations d'adolescents à la pratique des sports de combat, de la lutte à la boxe, les hommes apprennent à confronter d'autres corps au plus près, à ne pas craindre ce contact et à le sentir spontané et naturel. Dans la sphère publique, la rue, le café, les espaces de réunion et de sport, le corps des hommes est plus proche du corps des autres hommes, depuis le simple côtoiement, détendu et plus ou moins intime selon les classes sociales et les sociétés, jusqu'au contact physique, d'empoignement dans certaines activités, lutte, rugby, football, boxe. Les lieux de détente, bordels, saunas, salles de sport y contribuent. Mais plus, le corps masculin est, en même temps, construit par ce biais spontanément solidaire du corps des autres hommes. La coopération ludique de la rue, que pratiquent les enfants et adolescents, continue sous une forme utilitaire dans l'âge adulte. La rue et tous les lieux publics sont l'aire d'exercice de la coopération spontanée et immédiate des hommes. Sans concertation préalable ni échange verbal, des hommes inconnus les uns des autres soulèvent ensemble une voiture pour la déplacer, transfèrent un matériau lourd d'un endroit à l'autre, coordonnent leurs mouvements pour parer à un imprévu où ils interviennent spontanément. Bref, ils mettent en œuvre une prise en charge commune et coordonnée d'événements imprévus dans les 1000 difficultés de la vie quotidienne publique. Ainsi, le corps à corps des hommes est une confrontation avec des pairs. Tout antagoniste qu'il soit dans l'enfance, l'adolescence ou le sport de l'âge adulte, ces combats, car il s'agit bien de combats, introduisent à la solidarité et à la coopération. La coordination matérielle entre les individus s'y forme. Les hommes ont une connaissance expérimentale de la parité qu'ils mettent en œuvre à chaque moment dans les lieux publics. Car en effet, le corps à corps des hommes est une affaire d'espace public, espace qui est le leur, celui de leur activité et de leur maîtrise et dont les femmes sont exclues, dont ils excluent les femmes. L'apprentissage de la dissymétrie, les femmes. Dans cet espace public, qui n'est pas le leur, la fabrication du corps des femmes repose sur l'évitement et non pas sur la confrontation. Les enfants-filles ont appris à éviter le combat et la lutte physique que les adultes veillent à leur interdire dès l'enfance. Adultes, les femmes sont conditionnées à éviter le contact ou même la simple proximité. Pas de rugby pour les femmes, mais pas non plus de flânerie semi-attentive dans un lieu libre, parmi des pairs potentiels. Seulement une marche surveillée, parmi des prédateurs potentiels.
Le corps des femmes est construit coupé des autres corps pairs, isolé et enclavé dans un espace de restriction. L'éducation des femmes vise à la privation de leur potentialité physique, ou du moins à une large restriction de celle-ci. C'est dans l'espace privé que se construit le corps pour les autres des femmes. C'est là qu'elles font l'expérience d'un corps à corps bien différent de celui des hommes. La proximité physique leur deviendra tout aussi spontanée et naturelle, mais elle sera d'aide et de soutien, et non pas d'antagonisme et de coopération. Leurs jeux mêmes sont l'apprentissage du soin à donner aux autres, de l'attention à porter. Tenir des enfants nouveau-nés dans les bras, les conforter, les nourrir, leur est demandé très tôt dans les faits, et pas seulement dans le jeu. Elles auront à soutenir d'autres êtres humains, malades ou affaiblis ou vieillis, à les laver, à les nourrir, à les entourer de soins matériels. Toutes ces choses composent un long processus, car si les hommes cessent plus ou moins tôt dans l'âge adulte le combat ludique et sportif, les femmes, elles, ne cessent jamais, même dans leur vieillesse, de s'occuper du corps des autres et de le soutenir, hommes, femmes, enfants. Et la proximité qu'elles apprennent ne doit pas être antagonique, jamais. Même si elles sont réticentes, même si elles refusent ces contacts, elles ne pourront pas les transformer en combat. Mais elles ne pourront pas non plus les transformer en coopération, car leur corps à corps n'est pas égalitaire. On a fabriqué aux humains femelles un corps proche, proche aux enfants, aux malades, aux invalides, aux humains âgés, à la sexualité des hommes. La fréquence de l'inceste ne s'explique peut-être pas autrement que par cette disponibilité exigée des femmes, mais plus encore et mieux apprise par la soumission inquestionnée, intériorisée aux personnes de la famille et de l'entourage. L'éducation de surcroît leur fabrique un corps résistant aux charges écœurantes, à la maladie, au nettoyage des autres humains, quel que soit leur état, aux excréments, et pas seulement ceux des enfants, à la mort. Le traitement de la nourriture et sa transformation, qui ne sont pas si propres que l'imaginent ceux qui ne le pratiquent pas, en font également partie. Dans cette sphère dite privée, les hommes, inversement à ce qui se passe pour eux dans l'espace public, ont appris l'évitement, ceci aux côtés de femmes qui y pratiquent au contraire l'extrême proximité. En effet, les enfants ont accès pratiquement libre au corps de leur mère. Il leur est disponible par définition pour s'y jeter, s'y abandonner, s'y agripper, le frapper même. Il en est de même pour l'époux ou le compagnon. Dans cet espace fermé, le corps des hommes n'est, lui, accessible que sur demande ou sur incitation de sa part. Les corps à corps des femmes sont inégalitaires. Elles sont confrontées ou à la faiblesse physique, au chantage affectif, à la pression psychologique, ou au contraire, elles le sont à la force, à la contrainte, face à des humains qui sont plus forts qu'elles, soit socialement, soit physiquement. Les femmes n'ont pas libre accès, alors qu'elles-mêmes sont d'accès libre à tout un chacun. Leurs confrontations physiques ne sont pas des contacts avec des pairs, entre pairs. Les femmes sont éloignées physiquement de leurs égaux possibles par le manque d'espace public commun. Elles sont privées de la connaissance expérimentale de la parité. C'est bien de parité dont il est question, et non de solidarité. L'exercice de la solidarité entre femmes, réelle, constante, est une expérience personnelle, particularisée. Ce sont ses amies, ses sœurs, ses voisines, des femmes de sa famille, bref, des proches qui lui donneront un coup de main ou à qui elle donnera un coup de main. Plus, ce coup de main s'appliquera à des tâches personnalisées, concernant des êtres humains non seulement connus, mais familiers. Si les femmes sont solidaires, et elles le sont à un haut degré, elles ne sont pas, cependant, les pairs de personnes. Elles ne rencontreront pas, dans un espace public, de façon indéterminée et régulière, des humains inconnus, potentiellement partenaires d'une éventualité imprévisible, en quelque sorte complices bien qu'inconnus, à la fois présents et étrangers, ni dépendants ni dominants. Car elles sont construites physiquement dans un réseau de dépendance, à la fois d'implications violentes et de coupures radicales. Conclusion.
Pour conclure, je souhaiterais faire une remarque à première vue paradoxale. L'entreprise de fabriquer aux femmes un corps à la fois fermé sur soi-même et librement accessible, ce qui n'est pas contradictoire mais bien complémentaire, de l'éloigner du contact avec des pairs et d'en briser l'audace, ou de moins de ne pas la construire, a des conséquences mentales, comme je l'ai souligné à plusieurs reprises dans ce texte. Mais c'est une entreprise qui n'est pas gagnée à tout coup et qui de toute façon est longue à mener à bien. On sait que ce n'est pas avant 17 ans que les performances sportives des filles marquent un fléchissement, ce qu'on pourrait dire sous une autre forme, l'intégration des impératifs du genre femme, entre guillemets, et de son idéal corporel n'est pas réalisée, achevée, dans l'enfance et dans l'adolescence. Il y a quelques mois, une enfant de 11 ans, séquestrée, a réussi à s'évader du 5e étage d'un immeuble en descendant par la façade extérieure, de balcon en balcon, avec une audace, un sang-froid et un courage qui vaudrait à n'importe quel être humain adulte de sexe mâle le témoignage de la plus vive admiration et qui, curieusement, ne semble pas avoir frappé outre mesure l'opinion. Angélique, de surcroît, a accompli cet exploit après une journée et une nuit où elle avait été confrontée à la peur, à la contrainte sexuelle, au dépouillement de ses vêtements. Elle avait même été attachée. L'indomptabilité et le courage moral de cet enfant, qui lui sont particuliers en tant qu'individu, car ils sont étonnants, rares, laissent penser par ailleurs que la réserve et l'accessibilité physique des femmes sont une entreprise de longue haleine. Elle repose sur un empêchement des potentialités, sur la canalisation de l'énergie de l'individu femelle dans un corps spécifique, mais aussi sur la répression de cette énergie, et en dernier ressort sur une censure de soi. Ce qui rend la stabilité de ce corps construit incertaine et explique le caractère jamais terminé de cette construction.